L'uranium de la France-Afrique. Voyage au pays des dunes et des becquerels. À Arlit, au nord du Niger, ce n'est pas l'industrie chimique qui fait la pluie et le beau temps, mais l'industrie nucléaire française qui y exploite d'immenses mines d'uranium depuis la fin des années 60, grâce à des accords coloniaux lui assurant les meilleurs prix. À l'époque, les mineurs français bénéficiaient de mesures de contrôle et d'un suivi médical, tandis que leurs collègues africains, qui n'étaient pas considérés comme des travailleurs du nucléaire, ne disposaient d'aucune protection, d'aucune information, ni d'aucun suivi médical. Si certaines choses ont avancé du côté de la sécurité au travail, l'extraction du minerai atomique reste un désastre écologique et sanitaire, étouffé au nom des intérêts économiques et diplomatiques de la France. Mais les cours se sont effondrés à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima. Le Yellow Cake ne vaut plus un kopek. En octobre 2019, Orano, ex-Areva, a annoncé la fermeture en 2021 de la Cominac, qui a embauché 800 personnes, tandis que la Somaïr, elle aussi filiale du géant de l'atome français, a drastiquement réduit son personnel. Que va-t-on devenir ? Se demande-t-on dans l'un des pays les plus pauvres du monde. À Rouen comme à Arlit se joue la même partition. Des multinationales qui condamnent les populations à une double peine. D'abord subir les pollutions et les cancers causés par leur production, puis se retrouver au chômage quand la rentabilité ne suit plus. Et s'il était possible de reprendre des activités qui ne soient pas industrielles ? C'est la question que se pose la réalisatrice nigérienne et fille de mineur Amina Waira à la fin de son film « La colère dans le vent ». Prends le cake et tire-toi. La production d'uranium au Niger est un des cas flagrants d'exploitation post-coloniale. Pour en cerner les enjeux, Z a pris le thé, sans cake, avec Raphaël Granvaux, l'auteur d'Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire français, publié aux éditions Agone en 2012, un ouvrage de référence sur le sujet. Dans les années 1940, la force de frappe de la bombe est appelée à remplacer les empires en déclin et à conjurer l'angoisse de pays comme la France face à l'amputation de colonies bientôt indépendantes. Le lancement du programme nucléaire tricolore, qui devait prolonger la grandeur et le rayonnement de la nation, repose sur une forte dépendance à l'uranium. Dès 1945, le Commissariat à l'énergie atomique, CEA, exploite les gisements du sous-sol français, extrayant un minerai qui devient, après traitement chimique, une poudre jaune appelée Yellow Cake. En 1976, c'est la Compagnie générale des matières nucléaires, COGEMA, qui deviendra Areva en 2001 et Orano en 2018, qui prend le relais. Assez vite, les ambitions nationales vont plus loin. Ce sont les réserves enfouies sous la terre de ces ex-colonies que la France siphonne, achetant à des prix de misère l'uranium qu'elle prélève des riches gisements du Gabon dès 1958 et du Niger à partir de 1968, 8 ans après l'indépendance formelle du pays. Au milieu du désert, des carrières à ciel ouvert, puis une gigantesque mine souterraine sont ainsi exploitées par 2 filiales de l'entreprise. La Société des mines de l'Aïr, Somaïr, et la compagnie minière d'Akuta, Cominac. À la fin 2016, Areva a extrait environ 130 000 tonnes d'uranium des mines nigériennes, depuis leur ouverture, acheminées en Yellow Cake jusqu'à la France pour transformation et raffinage, ce qui représente 2 fois ce que les 237 mines autrefois exploitées sur le territoire français ont pu fournir en une 50aine d'années. Cette dépendance aux ressources étrangères, principalement venues du Niger, du Canada, d'Australie et du Kazakhstan, s'accroît avec la fermeture en 2001 de la dernière mine du sol hexagonal. On lit pourtant dans des rapports parlementaires que le nucléaire offre à la France son indépendance énergétique, remarque Raphaël Granvaux. Soit l'État français considère que l'uranium est un élément négligeable de la fission atomique, et donc on n'a pas besoin de s'inquiéter de sa provenance, soit, et c'est plus probable, il considère à travers Areva que le sol dont il provient, le Niger, lui appartient, et alors voit encore ce pays d'Afrique comme sa colonie. Dès le début de l'exploitation de l'uranium nigérien, le prix est officieusement fixé par Paris.
Le contrôle de l'uranium, avec celui du pétrole et d'autres ressources, fut l'une des raisons du maintien d'un dispositif de domination économique, politique et militaire de la France sur ses anciennes colonies, au lendemain de leur indépendance, pointe Raphaël Granvaux. Les dispositifs de domination n'ont pas écrasé de la même manière toute la France-Afrique, composée grosso modo de 15 pays africains maintenus sous influence. Véritable cogestion avec certains dirigeants du premier cercle, comme Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, ingérence plus discrète dans d'autres pays. Mais concernant le Niger, tous les moyens étaient bons pour maintenir un régime vassalisé. Contre-espionnage, instrumentalisation d'insurrections touareg et complicité avec des putschistes. La vie politique agitée du Niger est étonnamment liée au soubresaut de la relation commerciale avec la France. En 1974, Amani Diori, le chef d'État en place, est victime d'un coup d'État, peu de temps après avoir eu l'outrecuidance de réclamer une augmentation du prix de vente de l'uranium. Si les putschistes avaient agi sans le feu vert de Paris, l'armée française présente sur le territoire nigérien serait intervenue, comme elle l'a fait dans d'autres pays pour maintenir son dirigeant au pouvoir, comme au Gabon, où elle a soutenu Omar Bongo jusque dans les années 1990, commente Raphaël Granvaux. 30 ans plus tard, le président du Niger s'appelle Mamadou Tandja. Il commet la même erreur que son prédécesseur, réclame et même obtient une substantielle augmentation du prix en 2008. Il est renversé en 2010 par des militaires. Raphaël Granvaux détaille. Selon Jean Ping, le secrétaire général de l'Union africaine de l'époque, les services secrets états-uniens et d'autres puissances intéressées, dont très probablement la France, savaient qu'un putsch se préparait, et n'ont rien fait pour l'empêcher. Tandja a payé à retardement l'affront fait à la France en essayant d'obtenir des conditions plus avantageuses. Des élections sont organisées, et un gouvernement démocratiquement élu reprend les rênes du pays. À sa tête, Mahamadou Issoufou, un ingénieur des mines formé en France, passé par tous les postes de l'exploitation de l'uranium au Niger, mais aussi par l'internationale socialiste, et proche de nombreux dirigeants occidentaux. Un CV idéal pour négocier au mieux avec la France. Il conclut un accord en 2014 qui modifie les taxes sur l'activité minière. Cette victoire apparente, qui permet d'afficher des taux de taxation plus décents sur le minerai extrait, est vite dénoncée par des ONG qui constatent qu'Areva dispose de nombreux leviers pour échapper à cet impôt. Sans compter la gratuité dont l'entreprise bénéficie pour prélever des millions de litres d'eau dans la nappe phréatique d'Agadez, en plein désert. Un passe-droit effarant, hélas classique de l'industrie minière. Il y a un hiatus considérable entre le prix payé sur toute son histoire par Areva et la valeur stratégique de cet uranium, analyse Raphaël Granvaux. D'un côté, un petit pays d'Occident, mais doté de la force atomique, et dont le niveau de développement nécessite toujours plus de puissance électrique. De l'autre, un pays du Sahel, 2,5 fois plus grand que le premier, dernier au monde sur la liste de l'indice de développement humain, dont la majorité de la population n'a pas accès à l'électricité, importée du pays voisin, le Nigeria. L'extraction uranifère au Niger a aussi aggravé la situation des nomades, qui se sont vus confisquer de nombreuses zones de pâturage nécessaires à l'élevage. Ces terres sont maintenant gardées par des sociétés de sécurité privées, dirigées par d'anciens militaires français, et parfois même par des forces spéciales françaises envoyées sur place pour contrer les menaces terroristes. Ne plus compter sur la mine, mais sur nous-mêmes. Dans son documentaire La colère dans le vent, la réalisatrice nigérienne Amina Ouaira filme la ville de son enfance, Arlit, une cité édifiée dans les années 1960 au milieu du désert, afin d'accueillir les travailleurs venus extraire l'uranium pour les besoins du nucléaire français. Mon père était cadre électricien à la Cominac, la mine souterraine d'uranium ouverte en 1974, qui va fermer en 2021, située à côté de celle de la Somaïr, exploitée depuis 1968. Ce sont des filiales de l'entreprise française Areva. Petite, je voyais mon père partir au travail. Je pensais qu'il allait au bureau. En 2010,
j'ai découvert pour la première fois l'intérieur de la mine. J'ai vu tous ces travailleurs qui mettent leur vie en danger, qui partent à 250 mètres sous terre. J'ai trouvé ça effrayant. Ça m'a donné envie de faire un documentaire pour rendre hommage à ces gens, à mon père qui est descendu dans ce trou pendant toutes ces années pour nous nourrir et nous éduquer. Au fil de mes recherches, j'ai découvert l'ampleur de la pollution radioactive et des problèmes de santé. J'ai convaincu mon père d'être le personnage central de mon film, afin d'avoir accès aux anciens travailleurs de la mine. Avec lui, il parlait sans tabou. Ils étaient plus à l'aise qu'avec une jeune femme comme moi. Raconter les mines devant le micro ou la caméra, c'est compliqué. Quand j'ai fait mes repérages, beaucoup de choses sont sorties de la bouche des personnes rencontrées. Mais quand je suis revenue avec la caméra, elles devenaient muettes. La plupart ont leur père, leur frère, quelqu'un de proche qui travaille à la mine. Un jeune qui rentre chez Areva ne va pas dénoncer les mauvaises pratiques de cette société, de peur de se faire licencier ou enfermer. Tout le monde sait qu'Areva a une influence énorme sur nos gouvernements, et qu'il vaut mieux donc ne pas aller contre elle. Arlit, c'est ma ville. C'est là qu'on extrait la richesse du pays. On l'appelle Petit Paris. J'aimerais que ce soit vraiment le cas. On a l'impression qu'elle est entourée de montagnes, comme celles auprès desquelles les Touaregs s'installent pour se protéger des vents du désert. Mais ces montagnes ont été créées de toutes pièces. Elles sont composées de l'accumulation des déchets radioactifs issus de l'extraction. Avant la mine, Arlit était un campement Touareg. Elle compte aujourd'hui 140 000 habitants. Toutes les ethnies du Niger s'y mélangent, ainsi que d'autres nationalités d'Afrique. On rencontre aussi pas mal de migrantes et de migrants qui s'y arrêtent pour travailler un peu, dans l'espoir de continuer leur chemin vers l'Europe. Arlit est organisée en 2 cercles concentriques. Il y a la cité des travailleurs, composée d'ouvriers, de cadres et d'expatriés, et le quartier des bidonvilles, qui forme actuellement la plus grosse partie de la ville. Dans la cité des travailleurs, il y a l'eau courante et l'électricité gratuite, des cercles de loisirs. Tout est financé par Areva. Pendant le tournage, nous avions été choqués de voir les points lumineux au loin lors d'une coupure d'électricité. Une centrale alimentait la cité des travailleurs, tandis que les gens des bidonvilles en étaient privés. Au lieu de profiter de cette énergie, ils en tombaient malades. Au début de l'exploitation, les travailleurs n'avaient aucun vêtement de protection, qu'on réservait aux cadres blancs. Areva ne fournissait même pas de gants. L'un des ouvriers retraités en témoigne dans mon film. Puis il y a eu des mobilisations, et leurs conditions de sécurité se sont améliorées. À Arlit, les soins sont gratuits dans les dispensaires gérés par Areva. Les médecins sont payés par l'entreprise. Cela crée une complicité. Les responsables d'Areva prétendent qu'il n'y a pas de maladie professionnelle. Pourtant, les travailleurs ont des maladies sans nom. Dans mon film, il y a une personne qui a des douleurs au niveau de l'estomac, de la poitrine. Les médecins lui disent qu'il a un ulcère. C'est un peu facile. Parler d'ulcère, ça permet de ne pas chercher plus loin. C'est fermer leur bouche aux malades. Il y a également beaucoup de problèmes respiratoires. Ici, des femmes accouchent d'enfants mort-nés, mal formés. Je voulais filmer les mères et leurs enfants, mais elles n'ont pas voulu. J'ai rencontré un ancien travailleur dont les reins étaient détruits, qui était sous dialyse et avait été évacué en France. Areva avait été obligé de prendre en charge les soins. Mais depuis qu'il est à la retraite, ses soins sont à sa charge et il n'est pas en mesure de les payer. Des cas comme ça, j'en ai vu beaucoup. Des retraités avec des maladies qu'on a laissé s'aggraver, ou des travailleurs qui commencent à avoir des problèmes de santé chroniques. Areva licencie les personnes malades ou moins productives. Après la retraite, les travailleurs n'ont aucune prise en charge sanitaire. Or, c'est souvent le moment où les maladies se déclarent. Les mesures de radioactivité sont rares, et les études médicales plus rares encore. En 2009, Greenpeace détecte 7 zones à radioactivité anormale dans les rues d'Akokan, une ville minière accolée à Arlit. L'OMS
l'ONG mesure, à proximité d'une bouche d'aérage des galeries de la Cominac, une zone présentant un niveau de radiation 7 fois supérieur à la normale. Un médecin indépendant est intervenu pour sensibiliser la population aux conséquences de l'activité minière sur la santé. Il conseillait de se déplacer régulièrement, de quitter la ville de temps en temps. Je ne sais pas s'il a examiné des malades. Ces choses-là se font discrètement, à l'insu d'Areva et des autorités. Après mon film, certaines sont venues me parler de cas similaires ou d'autres problèmes de santé. Dans le film, une femme raconte que ses chèvres meurent. C'était ma nounou quand j'étais enfant. Elle avait une 30aine de chèvres à l'époque. Quand je suis retournée chez elle, je m'attendais à ce qu'elle me dise qu'elle avait vendu ses chèvres. Mais elle m'a dit qu'elles avaient eu une maladie bizarre. Aux environs d'Arlit, on ne voit plus de fennecs et d'antilopes non plus. Cette dame vit dans une maison construite avec des remblais de mines. Son quartier est proche de la mine souterraine, ce qui l'expose aussi à la radioactivité. Les gens vont récupérer l'argile proche et construisent avec ça, par ignorance, et parce que la radioactivité, ça ne se voit pas. Des prélèvements effectués par l'ONG locale à Román ont révélé que des maisons du quartier présentent souvent une forte teneur en radioactivité. Areva a promis de détruire ce quartier et de reconstruire les maisons un peu plus loin. J'ai tourné le film en 2015 et la promesse datait de 5 ans. Aujourd'hui, seules 5 maisons ont été reconstruites. Dans le film, on voit aussi des gens fabriquer des ustensiles de cuisine avec des ferrailles issues de récupération. Areva a interdit aux travailleurs de les revendre pour que ça ne circule plus, mais ça continue à l'insu des responsables. Qu'allons-nous devenir ? Contrairement à nos parents qui sont restés jusqu'à la retraite, je vois beaucoup de gens qui ont travaillé ici entre 2 et 5 ans et qui sont partis. Nos anciens restent parce qu'ils ont fait leur vie dans cette ville. Pour nous qui avons grandi là-bas, tout nous rappelle notre enfance. La maison, les rues, les écoles qu'on a fréquentées. Ce sont des souvenirs dont il est difficile de se détacher. Les autres n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Vivre ici, c'est insupportable. Peut-être Areva souhaite-t-elle partir parce que l'uranium ne lui rapporte plus autant. Avec la fermeture de la mine, on ne sait pas si la ville continuera à exister. On ne doit plus compter sur la mine, mais sur nous-mêmes. Nous devons nous demander comment notre ville pourrait subsister indépendamment d'Areva, en faisant vivre d'autres activités, comme le maraîchage. C'était quelque chose qui marchait très bien à une époque, les arbres fruitiers, les légumes. Aujourd'hui, les terres sont polluées. Nous devons penser à revitaliser cette activité, quitte à la déplacer un peu. Faire ce film, c'est parler de la mine pour tenter de changer les choses, même si le mal est fait, avec des tonnes de déchets qui sont là, tout autour de nous. Ferraille radioactive. Extrait d'une lettre de Bruno Chareillon, de la CRIRAD, à Anne Lauvergnon, PDG d'Areva, le 31 juillet 2009. Comme vous le savez, depuis 2003, nous avons régulièrement attiré l'attention sur la présence de ferraille contaminée dans les rues d'Arlit et d'Akokan. Pour mémoire, la tuyauterie que nous avions achetée en décembre 2003 sur le marché d'Arlit était souillée par un tartre très contaminé par du radium-226, 235 000 becquerels par kilo. Nous demandions à l'époque que vos filiales lancent une campagne de recherche et de récupération systématique de ces matériaux radioactifs. Un observatoire aux yeux bandés. L'exploitation des mines d'uranium entraîne une exposition des travailleuses et des populations riveraines à toute une série de substances chimiques et faiblement radioactives. Leurs effets cumulés sur la santé, largement sous-évalués, sont pourtant réels. Dans le cas de la France, le suivi des anciens mineurs montre qu'ils sont davantage touchés par les cancers pulmonaires. À Arlit, la situation est particulièrement problématique,
notamment car les dizaines de millions de tonnes de roches sorties de terre sont entreposées à l'air libre juste à côté de la ville. Selon la CRIRAD, les terrils produisent en permanence un gaz radioactif, le radon, et les puissants vents du désert dispersent les fines poussières contenant des métaux lourds radioactifs, dont certains sont très radiotoxiques par inhalation. Sans compter la contamination des eaux souterraines, la vente de ferraille et de textiles radioactifs sur les marchés de la ville, les rues remblayées avec des matériaux radioactifs. Quelles doses cumulées sur plusieurs décennies ont déjà subi les habitantes d'Arlit? Des ONG s'attellent à le mesurer. En 2003 et 2009, la CRIRAD est ainsi venue soutenir les enquêtes d'une ONG locale, à Romans. Les associations organisent la fermeture de certains puits particulièrement pollués et la décontamination des rues. Elles donnent aussi des recommandations aux habitantes, comme celle de ne pas faire laver les tenues de travail potentiellement contaminées des mineurs par leurs épouses. En 2010, Areva lance un plan compteur consistant à effectuer des contrôles systématiques dans les rues d'Arlit, afin de repérer les zones radioactives. Mais pour ce qui est des habitations elles-mêmes, Romans remarque en septembre 2017 que seuls 120 ont été contrôlés, sur une agglomération de plus de 100 000 habitantes. L'année suivante, Areva met en place un observatoire de la santé de la région d'Agadez, ce qui lui permet d'écrire année après année dans ses rapports qu'aucune maladie professionnelle liée à la radioactivité n'a été enregistrée. Mais la CRIRAD critique ce dispositif de contrôle des pollutions géré par le pollueur, qu'elle décrit comme un écran de fumée. Pas d'engagement contractualisé, une liste périmée et incomplète des pathologies à rechercher, etc. Toujours selon l'ONG française, dans la région d'Arlit, on peut estimer en tout cas que les opérations d'extraction de l'uranium vont entraîner le décès par cancer de dizaines d'habitants et de travailleurs. Aujourd'hui, l'opacité est toujours de mise sur la mesure et la prise en compte des pollutions par l'entreprise, d'autant plus avec l'annonce de la fermeture de la mine. Face à elle, Romans ne dispose que de très peu de moyens et cherche actuellement des fonds pour pouvoir continuer les contrôles indépendants sur toute la région d'Agadez. Pourquoi Areva est devenu Orano? Ou la France achète à prix d'or des mines qui ne valent rien. En 2006, Areva manifeste son intérêt pour Uramine, société de prospection sur des gisements uranifères cotés à la bourse de Toronto. À cette époque, le cours de l'uranium flambe, et Areva prétend doubler sa production pour alimenter les centrales qu'elle compte vendre au monde entier. La suite de l'histoire montrera que les gisements vendus ne comptaient en réalité que très peu de minerais, et étaient donc inexploitables. Areva achète Uramine moins d'1 an plus tard, laps de temps durant lequel le prix a été multiplié par plus de 5, pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Des enquêteurs d'horizons divers montrent que l'entreprise française n'est pas victime d'une escroquerie. Elle a participé activement au gonflement de ce prix. Areva aurait volontairement attendu pour le laisser s'envoler et acheter très cher une société en réalité sans valeur. Cette obscure embrouille en rappelle fortement une autre, aujourd'hui bien éclairée, l'affaire Elf. La société Elf Aquitaine a surpayé pendant des années un certain nombre de contrats. On sait que l'argent issu de ces transactions exorbitantes ne restait pas longtemps en Afrique et finissait en fait dans des poches françaises. C'est le principe des rétrocommissions. Tu me vends pour 100 € de pétrole, je t'en donne officiellement 200, et tu me rends discrètement les 100 restants, moins une petite part que tu gardes pour service rendu. Ainsi, je peux afficher une dépense de 200 € et disposer librement des presque 100 € revenus au bercail. Cet argent alimentait entre autres des partis politiques français. Voir l'excellent spectacle de Nicolas Lambert, Elf, la pompe Afrique. On ne sait pas aujourd'hui si l'argent disparu dans le scandale Uramine est revenu, dans quelle poche et pour quel objectif final. Anne Lauvergnon, à l'époque PDG d'Areva, est en tout cas poursuivie en justice pour présentation,
publication de comptes inexacts et diffusion de fausses informations à destination des représentants de l'État. Son mari, le bien nommé Olivier Frick, est quant à lui mis en examen pour délit d'initié et blanchiment. On trouve également l'inénarrable Patrick Balkany, qui a fait office de gentil intermédiaire à une époque où le président de la République n'était autre que son grand ami, Nicolas Sarkozy. Tout comme la marque Elf a disparu, l'entreprise étant absorbée par Total, il semble qu'il était temps de faire disparaître la marque Areva. Fin 2017, EDF rachète la branche réacteur d'Areva, en quasi-faillite. Les autres activités du groupe, mines, enrichissement d'uranium, déchets nucléaires, sont réunies sous un nouveau nom, Orano. Clin d'œil à Ouranos, dieu grec qui a donné son nom à la planète Uranus, laquelle a permis de nommer l'uranium. Rappelons tout de même que dans le récit mythologique auquel les stratèges de communication ont choisi de se référer, Ouranos va se faire castrer par son fils Chronos à l'aide d'une faucille, prévient la Parisienne libérée. Voilà pour les perspectives d'avenir. Ce texte a été initialement publié dans la revue Z, revue d'enquête et de critique sociale. Le numéro 13, Rouen, fumée noire et gilets jaunes, publié au printemps 2020.